Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines, dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Al-Hamdou DORSOUMA, Conflits, armes et développement durable en Afrique. Cas de la Côte d'Ivoire, 2022. Yves Junior MANZANZALUMINGU, Bill Augustin MIKAMBULUTONDO et Placide Ponzo Bekabamba, dire Intellectuel et responsabilité sociale, mélange en l'honneur du professeur Ignace Matensi Takikangu, 2022. Jacques Evuna et Tony Ongen Mete, l'état verbal. De la grammaire du verbe à la conjugaison en contexte camerounais plurilingue, 2022. Ngoy Nduba Kamatanda, Kayamba TSHINDOUBA, Constitution et transition démocratique en RD Congo, 1990 à 2006, 2022. Albert MBAN, Manuel de gestion des documents administratifs et des archives, 2022. Arthur et Marius Vidot, Regard des Européens sur les Africains entre les XVIIe et XX siècles. 360 citations pour une contribution à l'étude de l'histoire du Sud-Bénin, 2022. François-Xavier Noah des ZIMBI, La Russie face aux Occidentaux en Afrique centrale, 2022. Federica Burini, Cartographie participative et aménagement du territoire en Afrique subsaharienne, 2022. Abbé Nestor SALUMUNDALIBANDU, La philosophie au service de la société en Afrique, le cas de la rez-de-chaussée, 2022. Abbé Nestor SALUMUNDALIBANDU, La responsabilité sociale du philosophe face à la guerre en Afrique, enjeux et perspectives, 2022. Dédicace à Paula Lebella Bolekia Garcia. En mémoire de tous ces Africains qui ne connaîtront jamais leur langue, et qui ne pourront jamais réclamer comme siennes, les identités linguistiques et culturelles qui leur furent imposées. Et en mémoire aussi, de tous ceux Africains qui habitent dans les pièges des dessous sociopolitiques allochtones. Présentation. Nous avons longtemps observé, analysé, comparé, questionné, recherché, douté à propos de ce que nous avons lu et écouté sur le sujet de notre rencontre, le lecteur et moi, et nous partageons maintenant et décidément nos découvertes afin de nous libérer de nos déceptions ou déplaisirs. Les anciens et nouveaux autonommés maîtres du continent africain surveillent constamment les populations de celui-ci. Nous parlons des étrangers qui se sont toujours intéressés et s'intéressent à nos ressources, jamais à nos maux ni à nos soucis, et n'en parlons plus à notre développement. Nous parlons des Français, des Anglais, des Espagnols, des Portugais, des Allemands, des Belges, etc. D'une part, et des Chinois, des États-Uniens, des Russes, des Coréens, etc. De l'autre, avec leurs instruments prédateurs actuels et pour eux légaux tels que Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Alibaba, Huawei, Samsung, Sherpa, etc. Galindo JC 2019. On dirait que rien ne peut ni bouger ni changer en Afrique, si ce n'est qu'avec l'agrément de ses gardiens et administrateurs à vie, les ex-colonisateurs ou leurs descendants, ainsi que les nouveaux marchands qui se sont auto-invités à la grande table de l'Afrique, car tout changement qui oserait mettre en danger les soi-disant intérêts économiques, garantis, d'abord par la coopération bilatérale déjà périmée et ensuite par activité prédatrice des entreprises multinationales dans les États africains, géostratégiques ou militaires et informatico-technologiques des pays considérés comme développés, ne pourra pas avoir lieu, même si parfois les héritiers et descendants de la néocolonisation en Afrique créent chez les populations africaines francophones ce sentiment de faire partie de ce monde noir que la France considère sa propriété à vie, permanemment surveillée, avec des gestes une coopération culturelle, économique, politique, éducative, technique, etc., soi-disant altruiste, etc., mais non dépourvue de menaces ou réprimandes directes, du chef de la République française à un chef d'État d'un pays africain francophone. Le destin de l'Afrique a été déterminé depuis longtemps, concrètement depuis le début de l'esclavage en 1502.
Et si ce continent est considéré aujourd'hui comme un espace bien riche par les médias, c'est parce que certains pays européens et d'autres non-européens maintiennent leurs privilèges d'exploitation depuis trop longtemps déjà, et tout cela avec l'acquiescement des populations trop gâtées d'Occident et ailleurs. Le pillage et l'exploitation impitoyable des ressources du continent africain ne tiennent pas compte des soi-disant droits culturels et historiques des Africains en tant que propriétaires légitimes. Pour les populations consuméristes des pays occidentaux, l'Afrique est considérée comme un espace frappé par la famine, la sécheresse, les pandémies, les conflits, la désertification, les coups d'État. Le dernier eut lieu en août 2020 au Mali, les camps de réfugiés et marchés d'armes, etc. Mais c'est aussi un continent de culture, de savoirs endogènes, locaux et autochtones, basés encore sur l'oralité, OMGBA, RL 2019, de coexistence historique dans la diversité ethnoculturelle de tous ces États émergents, ou en voie de développement permanent, etc. Les aspects positifs que les amants de ce continent voient partout, tels que la jeunesse de sa population, le respect aux aînés, la solidarité des membres de la communauté, etc., ne sont pas pris en compte par les médias, car cela pourrait modifier la vision catastrophique que l'on montre envers ce continent, surtout envers les Africains appelés subsahariens selon l'idéologie véhiculée et imposée dans les nouveaux réseaux d'influence mondiale tels que Facebook, Instagram, etc. La francophonie, ainsi que la lusophonie, la Commonwealth, l'hispanité, etc., sont des systèmes qui cherchent à perpétuer la domination des anciennes puissances coloniales, la France et la Belgique pour la première, le Portugal pour la deuxième, l'Angleterre et son frère les États-Unis pour la troisième et l'Espagne pour la quatrième, dans des pays dont les populations cherchent à combler leurs manques les plus urgents tels que la famine, la santé, le logement, le droit à la vie, à l'éducation, etc. La francophonie a des fortes et puissantes raisons économiques et militaires avec lesquelles justifier son existence, et cache les crimes commis au cours de ces phases initiales en Afrique, tels que nous aurons l'occasion de découvrir tout au long des pages à venir. Cette étude de la francophonie, sous la perception afro-hispaniste de son auteur, devrait nous faire comprendre pourquoi certaines populations africaines acceptent ce qui leur vient des États impérialistes, et politiquement définis comme francophones du centre développé, autonomes et centralisés, Wibke Kem 2010, si nous empruntons la théorie du centre et de la périphérie de Samir Amin, 1993, et Édouard Schill, 1975. C'est une condition dont ils ne peuvent pas s'en débarrasser tandis que le modèle d'État homogénéisant actuel continue d'être défendu avec une administration rigide, même si elle est déjà décentralisée. Constitution française de 1958, révisée en 2003, qui cherche à annuler toute revendication ethnoculturelle, politique ou socio-économique. En même temps, nous voulons présenter au lecteur le danger évitable de voir les populations africaines abandonner leurs coutumes, rites, manifestations culturelles, institutions publiques traditionnelles, devenues inefficaces par manque de volonté politico-culturelle, et donc incapables de répondre aux besoins des communautés locales, ou de représenter ce soutien et ce lien entre le présent et le passé, etc. Face à cette francophonie qui n'épargne aucun effort ni rejette aucune stratégie pour mener à bout le processus des assimilation globale entamée au temps glorieux de la colonisation, et dont le but était entre autres, de transformer les Africains et faire d'eux des individus altérés qui ne seraient pas capables de s'identifier ni comme des Français ni comme des membres d'un groupe historique et culturel ethno-africain. Comme nous aurons l'occasion de vérifier plus tard, le bien-être des Français, leur démocratie et leur apparente politique pluraliste et ouverte aux frères noirs africains et francophones semblent s'appuyer sur cette francophonie africaine marginalisée. 1. Les populations africaines francophones. Il n'y a pas de population africaine francophone d'un point de vue endogène ou culturel. Si nous parlons de francophonie africaine, ce n'est que pour des raisons strictement politiques, économiques et militaires ou géostratégiques, voire haineux accent aigu au colonialiste. Ceci signalé, il nous faudrait commencer par définir le mot-clé de nos découvertes, et pour cela nous devrons nous référer aux mêmes définitions proposées par les créateurs et analystes qui l'ont inventé il y a quelque temps. Cependant, nous croyons qu'il faut d'abord localiser l'espace, l'Afrique francophone, dans lequel nous allons nous placer pour décrire contextuellement la francophonie. Nous commencerons par les 3 catégories des locuteurs francophones,
ceux qui ont le français comme langue maternelle, comme langue seconde ou comme langue étrangère. Pour justifier ces trois catégories, il serait bon de connaître, en premier lieu, le nombre de tous les Africains toujours selon les statistiques élaborées par les organisations internationales, et en deuxième lieu, le nombre de francophones en termes relatifs, étant donné que le pourcentage réel d'Africains qui ont le français comme langue d'usage quotidien est à peine connu. De même que dans le cas des peuples d'autres continents, le nombre exact ou proche d'Africains, qu'ils soient plus ou moins mélaniques, noirs ou blancs, n'est jamais ni sera jamais connu, tout simplement parce qu'il n'est pas facile d'enregistrer tous les Africains, tant ceux qui vivent en Afrique, dans les centres urbains et ruraux les plus peuplés et ou éloignés, ou ceux qui vivent dans la diaspora. En plus, ceux dont les noms figurent dans un recensement, quittent parfois cette vie ou sont obligés d'émigrer ou de changer de lieu de résidence dans le même pays, fuyant un détenteur du pouvoir despote, aveuglé par son comportement revanchard dans certains cas, ou désireux de prendre possession de la vie, les propriétés, les droits, etc., de ses victimes dans d'autres cas. De toutes les façons, si nous prêtons attention aux données qui apparaissent dans plusieurs médias, nous saurons que sur le continent africain, il y a environ 1300 millions d'habitants ou plus, tous sur une superficie d'environ 30 millions de kilomètres carrés. Sur ces plus de 1300 millions, certains sont blancs ou moins mélaniques et d'autres sont noirs ou beaucoup plus mélaniques, certains sont lusophones, environ 32 millions, d'autres anglophones, environ 340 millions, d'autres francophones, environ 190 millions, et enfin des hispanophones, environ 1 million, etc. Cependant, malgré le grand nombre de langues autochtones africaines, plusieurs dirigeants politiques africains se résistent encore à officialiser leur langue comme le Douala, l'Akan, le Sango, l'Ewe, le Diola, le Gomala, le Lingala, etc., dans cet espace qui devrait être géré par les peuples africains. Quelles pourraient être les raisons de cet attentat contre nos langues et nos cultures? Il y en a plusieurs comme par exemple, décroître l'importance extérieure des pays africains tant d'un point de vue commercial que politique, culturel ou même scientifico-technologique. Noir et blanc, il faut savoir que ceux qui utilisent le plus les langues de leurs anciens colonisateurs sont bien sûr les premiers, les trop mélaniques, puisque les autres, ceux de l'Afrique blanche, se caractérisent par une unité linguistique, l'arabe, avec laquelle, et bien qu'exogène, ils ont su et pu faire face à l'invasion culturelle de certains de leurs colonisateurs ou administrateurs, et éviter d'être entièrement francophones, anglophones ou hispanophones, le cas de la République démocratique du Sahara. Ce n'est pas le cas de l'Afrique noire, où il y a jusqu'à présent une forte domination linguistique, culturelle, économique, politique, etc., voire psychologique des anciens colonisateurs sur les populations scolarisées ou aliénées, Diop, ch. A 2012. Il faut ajouter à cela l'attitude désobligeante des dominateurs envers les dominés, ainsi que le complexe d'infériorité de ces derniers par rapport aux premiers, tout cela comme conséquence de la culture dominante imposée ou inoculée aux Africains dès leur plus jeune âge, avant le développement complet de leurs hémisphères cérébraux. L'ensemble des cultures et des peuples qui caractérisent les populations africaines, d'une forte densité dans certains endroits, ou faible densité dans d'autres, n'a pas été une barrière naturelle vis-à-vis des envahisseurs coloniaux. Ceci n'a pas interrompu la carrière d'assimilation linguistique, religieuse et culturelle menée par nos anciens colonisateurs. Penser à une assimilation gratuite et généreuse serait plutôt un geste de complicité de la part de celui qui écrirait pareille barbarie. Revenons en arrière. Cette présence massive de groupes ethniques, de langues, de cultures, de croyances, d'organisations socio-économiques, etc. en Afrique noire détermine toujours la manière de gérer le pouvoir africain chez ses détenteurs dans tous les domaines, notamment politiques, militaires, éducatifs, religieux, économiques, etc. En plus, l'appartenance à un groupe ethnique, ou l'appui reçu par les patriarches des clans, des tribus, des familles, etc., ainsi que leur influence sur les affaires de l'État, si nous parlons de l'État ethnique ou familial, conditionne fortement le présent et l'avenir de tous les Africains politiquement sous un même drapeau et avec un même modèle de gestion de leurs choses publiques hérité des Blancs colonisateurs. Pour ces raisons, presque tous les groupes ethniques et culturels en Afrique sont sous l'influence d'une langue étrangère élevée au rang de langue officielle, et dont la fonction diabolique est de rassembler tous les Africains autour du mythe de la Tour de Babel,
afin de leur convaincre que les Noirs sont incapables de choisir l'une de leurs langues nationales comme langue officielle, de l'enseignement, de l'administration, du marché, etc., et même de communication entre eux. Rien de plus faux, si l'on garde à l'esprit que la langue, quelle qu'elle soit, s'adapte facilement aux besoins de communication de l'individu et n'est pas un facteur de désintégration. Mais les systèmes éducatifs africains n'oseront pas remettre en cause les rôles déformants et aliénants des langues d'importation qui sont déjà nôtres, et dont l'existence et l'avenir dépendent dans une large mesure de nous, en tant que nouveaux propriétaires. Il paraît que l'être humain serait capable de tout apprendre lorsqu'il a été adéquatement programmé. Malgré le grand nombre de groupes ethniques qui existent en Afrique, les langues peuvent être toutes nationales, chacune enseignée dans son terroir, et ou officielles, au niveau national ou interétatique. Il s'agirait simplement de tenter de profiter des premiers moments de la montée des populations africaines quand elles se sont mises à lutter pour leurs indépendances, et elles ont pu choisir leurs dirigeants politiques démocratiquement et librement, mais stratégiquement imposés par les mères patristes. Malheureusement, les systèmes horizontaux et démocratiques initialement adoptés par les Africains n'ont pas pu prospérer pour la simple raison que, dans de nombreux États occidentaux, de tels systèmes n'étant pas basés sur l'image et ressemblance de la mère patrie, ne devaient pas exister. Dans ces premiers moments des indépendances des pays africains, quelques nouveaux hommes d'État avaient essayé de choisir l'une des langues nationales du nouvel État comme langue de construction identitaire, et d'élever par consensus la langue choisie au rang de langue officielle. Mais ils ont rencontré l'opposition d'autres puissants groupes ethno-politiques du nouvel État. Le manque d'accord au sein des premiers gouvernements démocratiques franco-africains a donné l'avantage à la langue de l'ancien colonisateur. Cette poussée et cette traction des nouveaux dirigeants dans les États africains brouillés ont été utilisées par les anciens colonisateurs pour semer la discorde, créer de fortes rivalités entre certaines puissances et d'autres, parfois avec une hostilité manifeste, avec recours à la violence gouvernementale, etc., brisant ainsi le principe démocratique sur lequel nos pères et mères nationalistes, devenus nos dirigeants autoritaires, s'étaient basés pour imposer le modèle d'État de nos bons frères européens et homologues. 2. La francophonie, origine du mot. Ce fut le géographe Onésime Reclus qui, en 1880, juste avant le partage du continent africain par les délégués de la conférence de Paris-Berlin, proposa le terme de francophonie et le définissait comme le groupe de personnes qui ont le français comme langue commune, Cook, J.P. 1991. Mais avant d'arriver à cette conclusion, le même géographe classait les habitants du monde entier de cette époque selon les langues des puissances militaires qui avaient réussi à imposer leur système politique, culturel et administratif hors de leurs frontières, avec tout ce que cela impliquait, viol, pillage, meurtre, expropriation, etc. Si le mot francophonie nous est maintenant présenté comme quelque chose de décent et embelli de bonnes intentions, nous ne devons pas oublier que ses défenseurs ont à l'origine infligé des souffrances et des douleurs continues aux peuples africains. De plus, la nature expansionniste qui la sous-tend continue de déterminer la politique étrangère française en matière de langue et de culture assimilationniste. En ce sens, la France, avec toute son expérience et avec les méthodes clandestines utilisées, transforme sa langue en un besoin communicatif et procède de 4 manières pour qu'elle soit acceptée et adoptée par une population qui n'est pas en principe francophone. Premièrement, il démontre que le français est une langue nécessaire car il apparaît dans toutes les organisations internationales. Deuxièmement, la France fait du français une langue indispensable dans les domaines du travail, de la technologie, des relations internationales, des échanges commerciaux, des apports culturels, etc., notamment dans la transmission des messages. Troisièmement, la langue française devient la langue officiellement reconnue par la loi, soit comme langue étrangère, soit comme langue co-officielle, officielle, etc., devenant ainsi une langue souveraine. Quatrièmement, la France n'épargne aucun effort pour faire du français la seule langue dans tous les secteurs de l'administration d'un pays africain francophone. Ces 4 niveaux du français peuvent parfaitement être associés à ceux proposés par Clemenceau, bien qu'en réalité ils présentent une certaine opposition. Nous parlons du français comme langue de clarté, d'équité, d'amitié et de liberté. Ce sont ces 4 niveaux qui nous renvoient à la devise de la République française de liberté, d'égalité et de fraternité, tous conçus pour les Français,
car en dehors de l'Hexagone, il n'y a ni frères francophones ni égalité entre les Français et les Franco-Africains, même pas la liberté souveraine pour ces derniers. Il n'y a que des Noirs qui doivent dépendre de la France du point de vue linguistique, technologique, psychologique, militaire, économique, etc. Le mot francophonie lui-même nous renvoie déjà à une sorte de schizographie, due précisément à la présence des lettres F et PH dans son orthographe principale, les deux prononcées de la même manière. De plus, c'est un mot qui est plein de revers et de conflits, et qui crée la confusion parce qu'il ne représente pas culturellement les Africains dans l'espace de leur influence, bien que les pouvoirs publics qui émanent de son centre névralgique essaient d'assurer que ces conflits restent dans leur niveau le plus bas. Nous nous référons à la collision sous-jacente des cultures africaines et françaises, des langues africaines et non africaines, des systèmes politiques, les traditionnels africains et le français importé, et même des individus, africains et européens, etc., qui indiquent que la francophonie, en tant que groupe de peuples qui parlent français, et par conséquent ensemble de territoires sur lesquels on parle français, sont des erreurs pures et grossières. Cette invention consciente de la francophonie présente 3 niveaux, selon les individus qui font partie d'elle. Nous nous référons aux Français et aux Africains. Premier niveau A. La francophonie qui a le français comme langue maternelle des locuteurs français monégasques, certains locuteurs belges, certains luxembourgeois, certains suisses, certains canadiens, etc. C'est un niveau qui représente le français standard que tous les locuteurs francophones comprennent. Deuxième niveau B. La francophonie qui a le français comme deuxième langue, c'est le cas de la plupart des pays francophones d'Afrique noire et d'ailleurs, ainsi que d'autres pour qui le français devient synonyme de bien-être, d'argent, de santé, l'opulence, etc. Son niveau représente le deuxième cercle. Troisième niveau C. C'est la francophonie qui a le français comme langue étrangère, définie par Paul Bogards 1984, comme une langue qui ne sert pas de moyen de communication dans le milieu où celle-ci est apprise. Ce niveau représente le troisième cercle. Après le partage de l'Afrique par les Européens, de nouveaux termes ont été inventés pour désigner un groupe d'Africains, sans tenir compte ni des groupes ethniques ni des anthroponymes utilisés par les Africains ou les Libyens. Ainsi apparaissent des termes tels que bantou, guinéen, nigérian, camerounais, gabonais, congolais, francophones, anglophones, éthiopiens, etc., tous inventés ou créés par les Européens. La création et l'imposition de ces adjectifs reflètent la domination du politique sur la sociolinguistique. Face à tout cela, la francophonie tentera d'impliquer l'Africain dans toute son ampleur, pour l'obliger à ignorer toute sa richesse historique, avec tout ce que cela implique dans les domaines linguistiques, culturels, communicatifs, religieux, sociaux, économiques, etc. Tel que nous avons constaté plus haut, la création du mot francophonie était due à des raisons plus impérialistes qu'économiques ou culturelles, ce dernier aspect définissant toute l'activité francophone dirigée vers les pays périphériques, ou en voie de développement permanent, qu'ils soient africains ou non. En même temps, la francophonie signifierait l'anéantissement des cultures et des identités de l'autre en tant qu'individu, communauté, groupe, etc., avec un changement forcé de la façon de penser, résultant d'une assimilation impérative des identités du dominant, les ancêtres gaulois, un changement radical dans les habitudes des Africains, en particulier ceux qui sont pleinement ou partiellement éduqués pour devenir francophones, une confrontation ou une division entre jeunes et adultes, entre dirigeants politiques et société civile, entre individus instruits et sans instruction, etc. Les conséquences de tout cela chez l'Africain est une partition intégrale que l'on peut résumer en ces termes. Comme la France est le référent indispensable de la francophonie, Africain va utiliser toutes les ressources à sa disposition pour aller à la recherche de ce qu'il considère psychologiquement sien, au risque de mettre en danger la stabilité et la continuité de son groupe social ou familial. Cependant, et sans même s'en rendre compte, il ne sera ni français ni africain, encore moins francophone car il ne fera pas partie de la francophonie du pouvoir, la nouvelle classe émergente du pouvoir organisationnel légitimé, soutenue par la nouvelle classe dirigeante qui obtient encore les bénéfices de sa fidélité irréductible au grand régime nostalgique de la France. Ce nouveau pouvoir de soumission pur et dur, Galbraith, J.K. 1985, qui détermine le comportement imposé aux sociétés civiles, prend progressivement forme sous l'influence des règles commerciales décidées par les héritiers du pouvoir francophone endogène. 3.
Les empires coloniaux français. Comme toutes les sociétés d'avant la Révolution française, le pouvoir en France était beaucoup plus personnel que collectif. Il était dans ce sens plus absolu et en tant que tel pouvoir condigne, ou soumission pure et dure. Il exigeait un culte à la personne qui dirigeait les autres avec une main de fer. C'était un véritable culte à l'individu qui pouvait nous accorder des honneurs et des faveurs. Cependant, avec l'arrivée de la Révolution française, on mit fin apparemment à ce type de pouvoir pour imposer un autre, avec la participation de la population aux affaires de l'État par le biais des représentants élus. Ce qui n'avait jamais existé dans aucun État européen, vit le jour. Autrement dit, le pouvoir vertical traditionnel et caduc des rois, des régents, des princes, des seigneurs castillans, des chevaliers guerriers, des percepteurs d'impôts, des empereurs, etc., céda la place au pouvoir organisationnel, qui permettrait la reconnaissance de l'être humain non plus comme un vassal qui devait aveuglément obéir à quiconque exerçant une fonction, mais en tant qu'individu faisant partie intégrante du même mécanisme de pouvoir. Dans tout cela, nous devons nous rappeler que l'État absolutiste avait pour complice le pouvoir religieux vertical et autoritaire des papes, cardinaux, évêques et prêtres guerriers qui, au lieu de transmettre simplement le message de l'égalité de tous devant Dieu et devant la loi, ont préféré s'associer à cet État absolutiste pour élargir leur domaine et dominer l'homme de façon intégrale, en corps et en âme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.